Salut à tous, c'est Isma pour la chaîne de NLG. Aujourd'hui on se retrouve en ce mercredi 14 février pour l'épisode 3 de ma présentation From 1K to 1M. Et donc aujourd'hui on va parler de mon risk management, de ce que j'utilisais à l'époque pour grind avec des petites bankrolls. Et aussi on va voir en détail ma technique de scalping en petit time frame. Voilà, c'est un chapitre relativement important qui va vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Bon allez, c'est parti. Voilà, j'ai mis la charte en 5 minutes pour vous faire un premier exemple. Donc là, on va analyser, on va checker les divs baissières. Donc là, vous voyez, il y a une div baissière ici, entre ce plus haut là, vu que c'est des mèches, on peut prendre un peu le milieu. Ce plus haut là et ce plus haut là, vous voyez ici il y a un plus haut, ici il y a un deuxième plus haut, voilà, qui est plus haut que le premier. Par conséquent, si on a une divergence sur indicateur, on a ce qu'on appelle une divergence baissière. Et là vous voyez ici on a une divergence, c'est-à-dire que l'action du prix qui monte ici, elle n'est pas respectée sur l'indicateur parce que ici on a un point qui est moins haut que celui-ci, alors que ici ce point il est plus haut que celui-ci. Donc ça c'est la base de la divergence baissière. Et donc on va le corréler avec le momentum et le stock RSI pour vérifier que les trois indicateurs nous donnent le même signal. Donc là vous voyez on a bien une divergence aussi. Le point ici est plus bas que le point là, alors que sur le prix c'est pareil, le point plus haut voilà que celui-ci. Et sur le stock RSI on a également voilà la même configuration. Donc ça veut dire qu'on a une divergence baissière qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que elle nous a donné tous les signaux, on a tous les signaux de divergence baissière. Parce que si ça arrive que sur un seul indicateur, c'est moins fiable. Voilà. Couronner le tout, on a également une baisse de volume drastique des volumes d'achat. Vous voyez les volumes d'achat, même les volumes totaux sont beaucoup plus faibles ici que là ou là. Et ça signifie que la tendance est clairement en train de s'essouffler en 5 minutes. Donc là, on a une tendance haussière qui était engagée. On va avoir un retournement baissier. Maintenant qu'on sait quand rentrer dans la position, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va rentrer dans cette zone, il faut savoir où TP. Et donc là, pour savoir où TP, c'est là que les Bollinger vont rentrer en jeu. La règle est la suivante. Quand on a une divergence baissière dans une time frame, le TP est sur la bande Bollinger opposée de cette time frame. Et là, dans ce cas-là, on a une divergence en time frame 5 minutes. Par conséquent, le TP se place sur la bande Bollinger inférieure en 5 minutes. Qui est cette bande Bollinger inférieure? Elle est ici. Voilà. Donc ça, c'est un très bon trade. Ça, c'est vraiment la base de la stratégie. C'est vraiment la bande Bollinger opposée. Donc si par exemple, on a une divergence dans l'autre sens. Par exemple, alors là, elle est pas incroyablement belle. Mais par exemple, ici, vous voyez là en close. Là c'est vraiment pour avoir un exemple hein, plutôt qu'une vraie divergence. Mais comme ça, je vous montre une divergence haussière cette fois. Là, c'est le même principe. Donc on a le prix qui fait un plus haut. Bon, même si ça va plus bas, là, on a un close plus haut. C'était vraiment une mèche extrêmement rapide. Là, on a une hausse alors qu'on a une baisse sur le prix. Là on a une hausse sur l'indicateur. Et pareil, ici on va avoir une hausse et ici on va avoir une hausse. Et donc ça veut dire que on a un essoufflement de tendance baissière et on va avoir un rebond haussier en 5 minutes. Et là comme vous voyez, donc là il fallait TP à ce moment-là sur la bande Bollinger supérieure, c'est-à-dire ici. Donc là vous TP ici, prenez ce trade. Le stop loss, vous pouvez le placer. Si vous rentrez de manière agressive ici, vous allez pouvoir le placer au-dessus de la Bollinger à ce moment-là. Vous voyez la Bollinger ici, vous pouvez le placer au-dessus de la Bollinger. Ça veut dire que ça continue, c'est qu'il y aura trop de force et que vous êtes dans la sauce. Mais pour les SA, etc., on le verra ultérieurement parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Mais ça, c'est vraiment la base de la stratégie. Et il faut garder en fait le signal dans la time frame. C'est-à-dire que si on a un signal dans la time frame 5 minutes, il faut TP avec les Bollinger dans la time frame 5 minutes. Et après, par la suite, par exemple, quand vous allez avoir du trading sur des time frames de 4 heures, si par exemple vous voulez prendre un long en 4 heures, vous allez attendre une divergence 4 heures. Et quand ça va remonter vers la bande Bollinger supérieure en 4 heures, vous allez affiner votre TP en essayant de trouver des divergences en petites time frame, donc en 5 minutes, 15 minutes, qui vont vous donner des indications qu'on est en train de toper, voilà, que la tendance s'essouffle. Et là, vous allez TP à ce moment-là. Toutes les time frames peuvent se corréler. Le but, c'est de trouver des synergies, évidemment, entre les time frames. Si on a une tendance globale à la baisse, d'accord, le mieux, ça va être d'attendre des grosses divergences haussières dans des grosses time frames. Parce que si c'est en baisse, en chute libre et que vous avez une divergence 5 minutes, la divergence 5 minutes, elle va pas être très efficace si vous êtes dans une grosse baisse. Voilà, il faudrait attendre une divergence 4 heures et à ce moment-là, une fois que vous avez une divergence 4 heures haussière qui se crée, vous attendez une divergence 5 minutes
dans cette divergence 4 heures. Et là, ça vous permet d'avoir une entrée très précise sur un essoufflement de tendance. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne stratégie de scalping. Et ça marche dans toutes les time frames. Là, on va se mettre en 15 minutes sur le même move. Voilà, là, vous voyez, on a encore une divergence. Je vais clean un petit peu tout ça. Là, on est toujours sur curve, mais en 15 minutes cette fois. Et là, comme vous le voyez, on a encore une divergence. Donc, je rappelle notre divergence 5 minutes qui était ici. Celle qu'on a tradée, là, que je vous ai montré, elle était là. Et là, on va pouvoir trader celle-ci, par exemple. Hop, voilà. Ici, donc, là, on va avoir, vous voyez, là, il y a le plus haut. Pareil, ici, le plus haut qui est là. Mais là, vous voyez que c'est un plus bas sur l'indicateur. Donc là, on a une divergence baissière. Pour le momentum, c'est pareil. Voilà. Là, on peut prendre ça, on peut l'agglutiner comme un top en soi. On peut prendre un peu tout. Voilà. Là, c'est une divergence baissière. Et là, pareil. Vous voyez? Donc là, les trois indicateurs sont corrélés. Pareil, le volume d'achat, il est bien plus faible que ici. D'accord? Donc, on a une divergence qui est validée. Et là, vous voyez, donc on short ici. Et là, on TP sur la Bollinger inférieure. Bon, là, vous voyez, là, il n'y a que dalle. Hein. Il y a 0,1%. Faudra peut-être un peu adapter le TP, évidemment. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça que fonctionne la stratégie. Donc, c'est comme ça que j'ai grind une grosse partie de mon argent. Et aussi avec, j'ai fait des swing trades, etc., etc. Mais ça, c'est la technique vraiment de base qui porte ma stratégie. On va maintenant parler et finir sur le risk management que j'utilisais avec une petite bankroll. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord une stratégie que vous avez backtestée. D'accord? Il faut être sûr qu'elle est rentable. Moi, ma stratégie, je savais qu'elle était rentable sur le court terme. Donc, il n'y avait aucun problème à utiliser du gros levier, contrairement à ce qu'on vous dit souvent. Le levier n'est pas négatif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien traiter avec de forts leviers. Tant que vous avez un risk management qui est bien avec votre stratégie gagnante, il n'y a aucun problème. Moi, par exemple, j'ai fait mon début de carrière en x25. Pour vous donner une idée, maintenant, de nos jours, il y en a beaucoup qui hallucinent quand je leur raconte ça. Ils me disent, mais comment tu fais pour faire du x25 sur Bitcoin qui est ultra volatile? Mais en fait, ça veut rien dire. Si vous avez un stop loss qui est serré et qui correspond à votre risk management, que vous soyez en x25, en x10, x50, ça change rien. Bon, x50, ça commence à être un peu extrême parce que là, vous avez juste avec le slippage des order books, etc., c'est compliqué. Mais voilà, donc moi, j'ai fait tout en x25. Ce que j'avais comme règle, c'était que je mettais 30% de mon portfolio par trade. Parce que quand t'as pas beaucoup de portfolio, t'es obligé de size up. Si tu sais que ta strat marche, c'est bon. 30% en x25. Et dans le but, pourquoi 30%? C'est parce que je prenais en compte le fait que je pouvais me faire liquider une fois. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut que vous ayez toujours une size qui soit continue, c'est-à-dire qu'elle soit toujours stable. Parce que si vous faites imaginons que vous faites du 55% dans un trade de votre bankroll. Ce qui arrive, c'est que si vous êtes liquidé, le prochain trade, vous pourrez utiliser plus que 40% par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, votre espérance, elle va diminuer fortement, voire passer négative si vous aviez une stratégie qui était gagnante jusque-là. Pourquoi? Parce que les pertes que vous avez engrangées en perdant 55% de votre bankroll, elles vont être plus difficiles à regagner parce que vous allez trader avec des sizes qui sont inférieurs. Et par conséquent, les gains que vous allez faire, même si vous avez une stratégie soi-disant rentable, vous allez réduire fortement vos gains. Donc, il faut que vous ayez une size qui est constante en tout temps lorsque vous tradez, dans le but de conserver votre espérance positive. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc 30%, pourquoi? Parce que du coup, j'avais un tiers que je pouvais liquider. Donc dans le pire des cas, je liquidais un tiers si je faisais de la merde. Et ensuite, j'avais encore 60%. Enfin, un peu plus du coup, voilà. Mais à 70%. Et du coup, ça me permettait de pouvoir perdre en continu 5-6 trades et en fait de remonter la pente et de garder une size constante malgré le fait que je perde 6 trades d'affilée par exemple. Parce que ma size n'a pas diminué. Et vu que je sais que sur le long terme je suis positif, même si j'ai un énorme coup de pas de chance très court terme, je sais que ça va s'équilibrer et être très positif par la suite. Donc voilà, ça c'est mon risk management. Et donc j'étais en x25, j'avais un stop loss général aux alentours de 0,80%. Et un TP à minimum 2 ou 3%, sinon je prenais pas le trade. À l'époque ça marchait très bien. Maintenant je recommanderais plus ce genre de risk management. Alors le truc des 1 tiers c'est très bien pour leverager un maximum son capital, mais maintenant je conseillerais plus du x10, x15 maximum, parce que d'avoir des stop loss à 0,80%, c'est très compliqué sur Bitcoin de nos jours parce qu'il fait beaucoup plus de fake, etc. Les order books sont beaucoup plus manipulés qu'à l'époque. Vous allez avoir des firmes de trading sur les exchanges comme Bybit, etc. qui vont vous counter-trade, vos ordres, c'est un fait. Donc les stop loss 0,80% sont beaucoup plus difficiles à placer de nos jours.
Donc je vous conseille d'avoir un risk management un peu plus loose, un peu plus large, qui vous autorise des pertes un peu plus conséquentes, mais donc par contre des leviers un peu plus faibles, parce que 25 x 25 vous êtes liquidé en 3,80%. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et on va passer sur la plus grosse évolution de mon parcours dans l'épisode prochain, et la plus grosse explosion de bankroll. Allez, cette fois c'est Tisma, et ciao.